Bonjour à tous. Alors si cette série s'appelle Darktable RTFM, c'est parce que je vous propose tout simplement de voir Darktable à travers la lecture de son manuel, chose qu'on devrait faire tout le temps sur un nouveau logiciel, un logiciel qu'on essaye d'apprendre. Je vous propose pas simplement de lire le manuel avec vous, mais de voir rapidement quelques points que nous permet d'apprendre ce manuel, et comme ça de découvrir ensemble Darktable et voir tout ce qu'il peut nous apporter. Alors la série de vidéos qui va commencer avec celle-ci ne vous dispense pas de regarder la vidéo principale que j'avais consacrée à Darktable sur la découverte de ce logiciel, même si elle a déjà quelques mois, parce que vous permet de voir rapidement tout ce qui permet de débuter et de prendre en main le logiciel très rapidement. Donc je vous conseille de voir cette vidéo en tout premier. Donc à la lecture du manuel, donc ici c'est la version Darktable 3.4, le manuel de la version 3.4, on apprend rapidement comment se servir du logiciel. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Je dois dire que le manuel me semble pas mal fait par rapport à ça, parce que à la suite d'une présentation générale du logiciel, on apprend déjà à faire un premier parcours complet, donc du traitement des photos, de l'importation jusqu'à l'exportation. Le manuel commence par le chapitre 1, présentation générale. Il nous apprend donc que Darktable est une application à code ouvert qui offre un flux de travail pour le traitement des photographies. Donc il fournit un éditeur d'images qui permet le développement des images enregistrées au format RAW et comprend donc ce qu'on appelle une table lumineuse et une chambre noire virtuelle pour les photographes. Dans tout apprentissage d'un logiciel, ce qu'il faut voir, c'est souvent le vocabulaire qui est employé pour ce logiciel. Donc ici, Darktable, le nom même du logiciel Darktable, donc vient de ce mélange entre la chambre noire, dark, et la table lumineuse, Darktable. Donc c'est ce mélange des deux qui reprend le vocabulaire utilisé par les photographes argentiques. Je vous passe les détails par rapport au premier chapitre du manuel. De toute façon, je vous laisse lire ce chapitre-là. N'oubliez pas que lire le manuel d'un nouveau logiciel, c'est souvent apprendre vraiment le plus possible son fonctionnement, et c'est ça qui vous fera le plus progresser dans ce logiciel. Notamment l'appel du programme, parce que vous allez voir qu'il peut y avoir plusieurs possibilités pour appeler le programme, mais en vrai, on va se servir toujours essentiellement de la même façon, à savoir quand votre logiciel sera installé, vous allez tout le temps l'appeler par l'icône principale, et vous n'allez pas utiliser des paramètres, des options qui sont disponibles à son ouverture, et les différents modes de lancement du logiciel. Dans ce premier épisode, on va voir essentiellement l'interface utilisateur et comment peut fonctionner en fait ce logiciel. C'est assez intéressant, notamment ce chapitre-là vous permet d'avoir déjà un premier flux de travail qui va vous permettre d'utiliser le logiciel dès sa lecture. Souvent, la connaissance d'un logiciel passe par la connaissance de ses raccourcis. Darktable n'échappe pas à la règle, et notamment on a un certain nombre de raccourcis qui sont indiqués dès le début pour le basculement entre les différentes vues. Donc on a déjà vu que Darktable permettait deux vues principales, celle de la table lumineuse et celle de la chambre noire, et il permet également donc une vue comme on appelle capture, au moment où on va faire la capture depuis un appareil photo. Notamment aussi une vue carte, donc pour pouvoir géolocaliser les photos, la vue diaporama, comme son nom l'indique, pour faire un diaporama, et la vue impression quand on veut fabriquer des impressions et voir les différents profils d'impression qui peuvent exister et qui vont avoir une importance surtout quand on fait du print. Pour la table lumineuse, c'est la touche L, sûrement pour light, hein, donc qui nous permet de passer de différents modes, de différentes vues jusqu'à cette table lumineuse. Admettons que je sois en mode développement, en mode chambre noire. Et donc quand on essaye de passer du mode à l'autre, on va pouvoir comme ça, simplement par l'appui de la touche L, y revenir. Donc là je vais par exemple passer en chambre noire sur la photo. Et donc si j'appuie sur la touche L, il va revenir donc à la table lumineuse et sur la photo qui est sélectionnée. On va revenir sur les détails concernant cette table lumineuse, mais donc on va voir déjà rapidement les différents raccourcis pour ces différentes vues. Donc ça nous permet de passer à la chambre noire. Il suffit qu'il y ait une photo de sélectionner pour passer donc avec la touche D à la chambre noire et pouvoir faire donc la modification.
On va voir que on passe par des modules qu'on trouve sur la colonne de droite. T, c'est pour le mode de capture. Là, il faut disposer d'un boîtier qui est branché, connecté à l'ordinateur et reconnu par Darktable. M permet de passer à la vue carte, donc comme on l'a vu ensemble, donc c'est pour géolocaliser les photos, savoir que telle photo a été prise à tel endroit. S permet de passer à la vue diaporama. Là, il faut qu'il y ait un diaporama de lancer, c'est-à-dire un ensemble de photos, et ça va permettre de passer d'une photo à l'autre. Donc là, il n'y a que 2 photos, donc on peut passer d'une photo à l'autre. P pour passer à la vue impression. Donc on va rentrer dans un mode qui nous permet de paramétrer l'impression. Donc on va revenir à la table lumineuse, touche L. Et donc là, pour l'instant, j'ai 2 photos qui sont affichées. On va voir ça rapidement, pourquoi ces 2 photos-là sont affichées, qu'est-ce qui a fait qu'elles ont été sélectionnées. Notre table lumineuse, c'est l'endroit où vous organisez les images. On va voir que cette organisation se fait sous ce qu'on appelle sur Darktable des pellicules. C'est dans cette vue qu'on va pouvoir aussi également évaluer les photos, ajouter des mots-clés, des labels de couleurs et d'autres actions. Donc on peut voir ici un exemple, puisqu'on a ici les photos qui ont une étoile, donc on peut mettre jusqu'à 5 étoiles. On voit ici que c'est indiqué le type de photo, ici JPEG et ici fichier ARW, c'est le fichier format RAW des Sony. On a aussi une petite icône aussi qui nous dit que les images ont été groupées. Et après, on a la possibilité de sélectionner ou désélectionner. On a le petit X là pour dire si les images sont marquées ou refusées. Et des informations sur le nom de la photo et des informations sur les prises de vue habituelles, c'est-à-dire la durée d'obturation, l'ouverture, la focale et la sensibilité ISO. On va voir qu'on n'aura pas toujours ces informations-là et on peut, par les différents menus, les faire afficher ou pas. Dans la chambre noire, donc, on appelle lettre D pour basculer dans la chambre noire sur la photo sélectionnée. C'est là qu'on va pouvoir faire donc les modifications de la photo. C'est là qu'on va pouvoir, ce qu'on appelle développer l'image RAW. Je passe sur la capture, la carte et le diaporama et l'impression. C'est des notions qu'on va revenir dessus sur les chapitres suivants. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est la suite de l'interface. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur la découverte de Darktable, vous savez déjà que il y a un fonctionnement bien précis par rapport aux différents panneaux, notamment la colonne de gauche, le panneau central et la colonne de droite. La colonne de gauche sert essentiellement à afficher des informations, la colonne de droite à faire des actions dessus, et le panneau central, donc c'est la vue avec les modifications visibles directement sur notre photo. On voit qu'il y a pas mal aussi de possibilités de modifier cette interface, et c'est ce que nous apprend le manuel au chapitre 1.2.2, la disposition de l'affichage. Il nous rappelle quelques raccourcis qui peuvent être utiles pour modifier cet affichage. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons la touche tabulation qui permet d'agrandir temporairement la partie centrale de la vue pour pouvoir en fait avoir une meilleure vue de ce qu'on voit de la photo, tout simplement en retirant les différents panneaux à gauche, à droite, en bas, en haut. Donc c'est temporaire, c'est-à-dire que si vous appuyez, ça va basculer. Donc on va passer sur la photo, vous allez voir que tout ce qui est à gauche, droite ou bas va être enlevé. Ce qui nous permet donc d'avoir notamment notre image modifiée, notre photo modifiée en plus gros et voir le plus possible les détails. Une première appui sur la touche Tab nous passe dans ce mode-là. Alors on appuie sur la touche Tab, ça remet les différents panneaux. On a également la possibilité de basculer en mode plein écran ou pas par la touche F11. Et on peut cacher les différents panneaux en fonction de si on veut pas le panneau du haut, du bas, etc. Alors ça se fait assez simplement, il faut juste retenir que c'est les termes anglais qui ont été sélectionnés. Donc c'est Shift, Control. Et par exemple T pour Top, ça enlève le haut. Après vous avez B pour Bottom, on enlève le bas. Vous avez le Left, gauche. Et vous avez le Right, R. Donc c'est T, B, L,
et R pour top, bottom, left et right. Vous avez également CTRL F pour enlever la chronologie. CTRL H pour enlever le panneau du haut. Et B, ça va enlever en fait tous les petits triangles que vous voyez en haut à gauche et en bas à droite, qui vont permettre de faire les mêmes choses mais individuellement. Et donc là, ça vous le retire pour gagner un petit peu d'espace. Ensuite, le manuel nous apprend qu'il y a un bandeau tout en bas là, qui nous permet d'avoir les mêmes affichages que dans la table lumineuse. Donc ici, il n'y a que 2 photos, mais si par exemple j'avais eu dans ma pellicule une trentaine de photos, on aurait eu ce bandeau rempli avec les 30 photos. Et ça nous permet de basculer donc de l'un à l'autre. Vous pouvez par la molette de la souris basculer de l'un à l'autre. Vous trouvez donc ici en haut à droite donc une petite roue dentée là qui permet de modifier les préférences globales. Donc ça permet de modifier toutes les préférences du logiciel. On va y revenir dans différentes vidéos. Et donc pour l'instant, vous pouvez laisser tel que c'est de base quand vous ouvrez le logiciel. Là, on va voir qu'il y a des paramétrages assez intéressants à modifier. Vous avez l'aide contextuelle, donc ici vous avez le petit point d'interrogation, vous cliquez dessus, ça nous met une petite croix, et cette croix-là, vous allez vous déplacer, et par exemple si je me mets sur l'histogramme, il va m'ouvrir une page internet, en nous mettant directement dans l'entrée qui correspond dans le manuel, ici pour l'histogramme. Vous avez aussi une fenêtre de raccourci qui nous permet d'avoir rapidement tous les raccourcis qui sont possibles sous Darktable. Donc c'est avec la touche H. La touche H, sans relâcher, vous avez les différents raccourcis d'afficher, vous relâchez, la fenêtre s'efface. Si vous voulez que les raccourcis restent, vous appuyez sur la touche H, ça vous met la fenêtre des raccourcis. Vous allez tout en haut à droite et vous cliquez sur cette icône-là qui va vous permettre de bloquer la fin de raccourci. J'appuie. Donc il m'a créé donc maintenant 2 onglets, celui avec tout le travail habituel de Darktable et à côté donc la fenêtre des raccourcis. Pour pouvoir le supprimer, cette fenêtre-là, vous avez tout simplement la case ici que vous pouvez fermer l'onglet. On va avoir maintenant donc un flux de travail complet possible avec Darktable. Donc c'est le chapitre 1.3 du manuel. C'est intéressant, c'est avec là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, car ça vous permet de voir rapidement ce qu'il est possible de faire avec Darktable, de l'importation à l'exportation. Donc le manuel nous explique que cette section décrit un flux de travail typique avec Darktable. Les utilisateurs débutants pourront le prendre comme point de départ. Nous décrivons l'introduction d'une image dans Darktable, les étapes de base du flux de travail de développement d'un RAW et l'exportation du résultat final. Pour l'importation des photos, vous avez déjà dû le voir si vous avez vu ma vidéo sur la découverte de Darktable, c'est vraiment dans cet ordre-là, c'est-à-dire la colonne de gauche, le développement central, et à droite pour les différentes opérations de développement, et quand on est dans la table lumineuse, donc la possibilité après d'aller jusqu'à l'exportation. Donc en passant de la différente sélection, développement, style, éditeur de métadonnées, mots-clés, etc. et l'exportation en tout dernier pour exporter l'image finale. Pour l'importation, donc pour pouvoir commencer à travailler, il va falloir importer des images. Donc ça se fait dans la table lumineuse et on peut le voir, c'est ici dans le menu importer, le tout premier menu, ce qui est logique. On va importer soit une image, soit un dossier, et soit le faire depuis un appareil photo. Bon, pour ce qui est d'importation de l'image ou du dossier, vous comprenez facilement le principe. Une image, c'est pour pouvoir sélectionner une ou plusieurs images à importer. Un dossier, c'est pour sélectionner toutes les photos d'un dossier d'un coup. Ça va vous ouvrir tout simplement les fenêtres habituelles de votre système d'opération pour pouvoir sélectionner ces images ou ce dossier. Pour ce qui est d'importer depuis le boîtier, là si vous avez branché un appareil photo qui est bien reconnu, il va vous proposer de prendre dès la capture, de récupérer les images pour pouvoir les modifier ou ne serait-ce que les prévisualiser directement dans Darktable. Pour pouvoir modifier une image, donc on a vu qu'on pouvait soit passer par le raccourci de la lettre D qui nous emmène donc dans la chambre noire, en ayant sélectionné au préalable une photo, ou alors tout simplement double-cliquer sur une photo depuis la table lumineuse, et ce qui va nous amener dans la chambre noire où on va pouvoir faire les modifications. Les modifications effectuées grâce au module de développement vont se mettre dans un historique de développement, qu'on trouve ici sur la gauche. Et on peut voir donc par exemple ici, il y a dès l'ouverture, donc la photo originale, un profil de couleur d'entrée, un profil de couleur de sortie, un encodage écran, et une orientation qui a été appliquée de base par le logiciel
sans que nous ayons fait quelques modifications de nous-mêmes pour l'instant. L'historique de ces modifications est enregistré dans une base de données du logiciel et dans un fichier XMP qui est lié à l'image de façon spécifique. Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement quand on change d'image ou quand on passe d'une vue à une autre. Donc à tout moment, vous pouvez donc abandonner la chambre noire sans risque, car il n'y a pas besoin d'avoir un bouton enregistrer. Les enregistrements se font de façon automatique. D'ailleurs, pour ça que vous pouvez regarder partout, vous ne verrez pas de bouton enregistrer, simplement la possibilité d'exporter quand on a fini son travail dans la table lumineuse, donc par la possibilité d'exporter. Je reviens dans la chambre noire. Donc on disait qu'à gauche vous avez donc l'historique. Donc chaque point d'historique, le plus récent c'est celui qui est tout en haut. Bah, ça vous permet, si éventuellement vous voulez voir comment ça ressemble, à revenir donc à ces différents points d'historique et voir les différences qu'ils vont faire en fonction de différentes opérations. Si par exemple ici je fais, mettons, un niveau, mais tout ça a rajouté dans mon historique le niveau. Je vais pousser les valeurs à l'extrême pour vous montrer. Donc ici, j'ai fait des modifications sur ma photo. Et donc vous voyez qu'on a bien ici les différentes modifications ont été faites depuis l'historique. Et donc si je veux revenir donc avant mes modifications de niveau, si je vais sur orientation, il va me montrer la photo telle que c'était avant l'application de ces différents niveaux. Le travail de modification d'une photo se fait grâce à ce qu'on appelle des modules dans Darktable. Ce que vous voyez ici, là, par rapport à cette liste-là, je vais juste faire mes niveaux. Vous voyez par exemple ces différents modules qui sont pour l'instant ici sélectionnés dans les modules favoris. Vous pouvez voir qu'il y a ici les modules qui sont actifs, les modules qui sont mis en favoris. Ça c'est vous qui pouvez décider quels sont vos modules favoris. Les modules dits de base, ceux qui vont faire les modifications de base de la photo, ceux qui vont toucher à la tonalité de la photo, ceux qui vont toucher à la couleur de la photo, ceux qui vont concerner les outils d'amélioration de la photo, et ceux qui vont faire partie des groupes d'effets. Donc si je reviens dans mes favoris, on a ces différents modules que j'ai mis moi pour l'instant en favoris, parce que c'est ceux qu'on va utiliser le plus souvent, et qu'on va voir dans le flux de travail. Alors parmi les modules de base, on va trouver par exemple la balance des blancs, c'est ce que nous indique dans le manuel. C'est le premier module dont on nous parle. Il est ici tout en bas là, dans ma liste des modules favoris. Si vous voulez mettre des modules en favoris pour pouvoir suivre la vidéo et les avoir sous les yeux, vous allez tout en bas dans plus de modules. Et vous allez voir que vous avez la liste complète de tous les modules disponibles dans la table et à cette occasion, vous pouvez voir qu'il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Et en fait, tout simplement, pour qu'un module se retrouve dans les modules favoris, vous cliquez dessus. Dans un premier temps, il va changer l'état par rapport à ça, module favori, pas favori. Dans un deuxième temps, il va mettre sur le fait si le module est visible ou pas. Et un troisième appui va nous le remettre en favori avec l'étoile ici. Donc vous sélectionnez comme ça tous les modules que vous voulez mettre en favori, ils vont se retrouver après dans votre liste des modules favoris. Ce sera peut-être plus simple pour suivre la suite. Donc la balance des blancs, il suffit de cliquer donc sur la ligne balance des blancs, et donc on a différents menus qui apparaissent, les différents curseurs. Et donc on peut voir que c'est assez semblable à ce qu'on peut trouver dans tout autre logiciel de modification de photos, à savoir qu'il va y avoir les curseurs principaux qui sont la teinte et la température, des curseurs séparés pour chaque couche RGB, rouge, vert et bleu, et des pré-réglages en fonction, c'est-à-dire qu'il va savoir récupérer le pré-réglage, la balance des blancs qui a été du boîtier, mis par le boîtier au moment de la prise de vue, notre boîtier pour le plus neutre possible par rapport à ce que propose le boîtier, en spot et en manuel. En manuel, c'est vous qui choisissez la balance des blancs qui vous intéresse. Vous allez voir que tout simplement en bougeant le curseur, vous allez pouvoir changer la teinte. Et la température. Donc ici on va vers les températures beaucoup plus froides, et ici les températures beaucoup chaudes. C'est à vous de voir le réglage qui vous convient, et si jamais vous n'êtes pas ok par rapport à ça, vous pouvez très bien revenir à la balance des blancs qui a été prise au moment de la photo,
Si de toute façon vous faites attention à votre balance des blancs, ce qui est l'idéal au niveau de la prise de vue, vous pourrez toujours revenir à celle-ci. Et vous pouvez bien entendu activer ou désactiver le module en cliquant sur l'icône qui est tout au début de la ligne. Ensuite, le manuel nous parle de la correction de l'exposition. On peut le faire de deux manières différentes. Donc soit on joue carrément sur l'histogramme, on peut déplacer par rapport à l'histogramme et donc modifier l'exposition. Vous voyez que si j'agis comme ça, je modifie carrément l'exposition avec la partie haute lumière, partie basse lumière et la partie centrale. Ou alors j'utilise tout simplement le module qui est le plus évident par rapport à ça, qui s'appelle tout simplement exposition. Le fait d'avoir agi tout à l'heure donc sur notre histogramme d'ailleurs a fait que le module exposition a été modifié et donc mis en exergue et activé. Et donc on retrouve donc par rapport à ça donc l'exposition qu'on peut déplacer pour assombrir ou pour éclaircir, un seuil de troncature et une correction de niveau de noir. Je vous laisse jouer sur ces différents curseurs pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent vous apporter. Le manuel ensuite nous propose de jouer sur la réduction du bruit et nous indique qu'il y a plusieurs modules qui nous permettent de faire ça. Et le plus basique, ça va s'appeler réduction du bruit profil, le meilleur point de départ pour la réduction du bruit. Pourquoi? Parce que tout simplement il nous fait ça en un seul clic. Donc si je vais dans réduction du bruit profil, je l'active, on voit que on a des profils qui vont être retrouvés par rapport à notre photo. Ici en fait il nous a trouvé des profils qui correspondent donc au Sony Alpha 7 M2 et avec différents niveaux de bruit. Donc ici il voit que c'est à 400 ISO, donc il nous propose ce profil là pour mon appareil et pour cette sensibilité de bruit. Après les différents curseurs, je vous laisse jouer dessus, de toute façon il n'y a pas de risque, c'est non destructif. Donc vous pouvez faire toutes les modifications et voir un petit peu ce que ça donne. Et vous avez bien entendu des explications, des aides en passant la souris sur les différents curseurs. Ça vous dit à quoi sert le menu. Ensuite, Darktable nous propose un outil de correction des tâches. Si vous prenez des photos, vous savez que vous avez souvent des petites corrections à faire, notamment par rapport aux poussières qu'il peut avoir sur le capteur. Ou alors si vous voyez quelque chose qui est présent sur la photo, qui vous n'avez pas vu au moment de la prise de vue, vous pouvez l'effacer assez rapidement sans avoir besoin d'aller dans un logiciel de retouche photo important. Donc cette correction des tâches, c'est dans le menu qui porte ce nom-là, bien entendu. Alors comment ça marche? On va choisir d'abord avec quel outil on veut faire cette modification-là. Donc c'est soit avec un cercle, soit avec une ellipse, soit avec un chemin qu'on dessine nous-mêmes. Et après on montre ou on édite les formes quand il y a déjà des corrections. Ici pour ça il y en a 0. Admettons que je choisis sur le cercle le plus basique. Donc vous avez le cercle qui apparaît ici, dans lequel va pouvoir s'effectuer la correction. Et donc je vais enlever le petit brin d'herbe ici. Je me positionne. Il va calculer en fonction de la proximité. Vous avez bien sûr la possibilité de changer cette zone de proximité. Mettons par exemple ici. Et donc vous voyez que ce qu'il a fait, c'est qu'il a cloné cette partie-là. Et donc comme j'ai pris la même ligne ici, j'ai rien perdu au niveau de la base. Et ça a fait bien disparaître la feuille. Donc si je coche ou décoche ici pour montrer les corrections, donc là on voit notre zone de correction. Si je décoche, il va plus la montrer. Ni vu ni connu, vous avez enlevé le détail. Si je désactive mon menu, vous voyez que le petit brin d'herbe va revenir. Et si je le réactive, ça nous a fait disparaître le petit brin d'herbe. Donc c'est très pratique et très utile pour faire des corrections mineures sur votre photo. Ensuite, le manuel de Darktable nous parle des corrections géométriques. On va dire que la correction la plus basique, c'est souvent de recadrer et de pivoter. J'insisterai jamais assez sur le fait qu'une photo doit être bien à l'horizon si celle-ci est visible, ou alors il faut que ça soit sciemment que vous vous penchez fortement à l'horizon. Mais si vous avez juste une petite déclinaison, ça sera visible et ça sera pas agréable à l'œil. Et donc vous allez pouvoir le faire tout simplement dans le module recadrer et pivoter. Donc c'est assez simple, on le voit. Donc
va avoir un curseur rotation qui va nous permettre de faire une rotation de l'image dans un sens ou l'autre. Vous pouvez double-cliquer sur rotation pour remettre à 0. Et après, vous avez aussi des modifications au niveau de avec ou sans perspective, avec ou sans recadrage, et si l'aspect est libre ou pas. Et si vous affichez une grille, une règle des tiers, quelque chose pour pouvoir vous baser dessus. Vous avez d'autres également modules qui permettent d'agir là-dessus, comme perspective correction, qui vous permettent de corriger les défauts typiques d'un objectif, comme la distorsion, ce qu'on appelle la distorsion coussinée, l'aberration chromatique transversale, le vignettage. Et donc il y a aussi un module correction des objectifs qui est destiné à cet usage. On trouve les deux ici, correction en perspective. Là pareil, vous pouvez faire vos différents tests pour voir à quoi ça correspond. Vous voyez, par exemple, si je fais du cisaillement, vous voyez ce que ça fait. On peut voir si on active ou si on désactive le module, ce que ça a comme impact. Et vous avez la correction des objectifs également, qui nous permettent, si c'est bien reconnu, comme ici par exemple, il voit que c'est un Sony Alpha 7 Mark II avec un objectif 28 mm f2. Et donc il sait, plus le white converter là, pour le passer en 21 mm, il sait quel objectif était placé sur quel appareil photo, et donc il a dans sa banque de mémoire les informations de cet objectif là, et donc il va pouvoir agir dessus directement ou pas pour faire les modifications et enlever ces défauts. Ensuite, le manuel nous parle de la récupération des détails. Les fichiers RAW ont plus d'informations qu'on peut voir au premier coup d'œil. Et vous avez notamment des détails qui vont être non visibles dans les ombres et également dans les hautes lumières. Et tant que c'est pas ce qu'on appelle bouché dans les ombres ou cramé dans les hautes lumières, vous allez pouvoir retrouver ces détails. Et ça se fait grâce notamment à différents modules, et notamment le module ombre et haute lumière, qui nous permet effectivement d'avoir par des curseurs comme ça de pouvoir agir sur les ombres ou les hautes lumières et récupérer de l'information à l'intérieur. Ajuster le point blanc, d'ajuster le point noir. Et donc vous avez également la possibilité d'utiliser un menu qui s'appelle un module qui s'appelle reconstruire les hautes lumières avec différentes méthodes. Et un seuil de troncature, là aussi je vous laisse regarder un petit peu à quoi ça correspond, à jouer avec. N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment avoir des informations en mettant le souris sur le menu. Là par exemple ça vous dit qu'on ajuste le seuil de troncature pour éviter les hautes lumières en magenta. Et normalement, comme c'est indiqué, on ne doit pas avoir à modifier plus que de raison ce curseur. N'oubliez pas que si vous avez des zones qui sont totalement brûlées, ben, vous n'allez pas pouvoir récupérer de détails, et également si c'est totalement bouché. Ensuite, le manuel nous parle des ajustements des valeurs tonales. Comme l'indique le manuel, le module de base pour ça, c'est le module contraste, luminosité, saturation. Et on a également le module courbe de tonalité. Et le dernier module qui complète ce trio là, c'est le module niveau, qui permet une interface sommaire avec uniquement 3 marqueurs sur un histogramme. Donc contraste, luminosité, saturation est ici. Donc on peut jouer, comme son nom l'indique, sur le contraste de la photo, contraster plus ou moins la photo, sur sa luminosité, la rendre plus ou moins lumineuse, et sur la saturation des couleurs, désaturer ou saturer. Vous pouvez voir l'effet en activant ou désactivant le module. C'est assez simple, assez basique, mais c'est très efficace. Donc on a vu aussi qu'il y avait une courbe de tonalité. Ça c'est la fameuse courbe, ce qu'on appelle la courbe, qu'on utilise souvent la courbe en S. Donc là c'est si vous avez l'habitude de l'utiliser dans d'autres logiciels, notamment comme Lightroom, bah, vous n'êtes pas surpris. Donc vous pouvez mettre un point central, un point dans les hautes lumières, un point dans les basses lumières, et comme ça vous allez pouvoir contraster un peu plus les hautes lumières, décontraster, et vous allez voir comme ça vous allez pouvoir jouer sur cette courbe de tonalité, et vous avez la possibilité de faire également avec les différentes méthodes d'interpolation, si vous préservez ou pas les couleurs,
et si c'est en linéaire ou en logarithme. Le niveau, vous le connaissez déjà parce qu'on l'a utilisé tout à l'heure. Donc c'est pour pouvoir dire, ici par exemple, je veux que mes noirs prennent plus encore d'importance par rapport à notre histogramme. Pareil pour les blancs. Ou alors toucher au gris moyen et donc le déplacer vers les noirs. Donc beaucoup moins les noirs sont beaucoup moins frappants, ou alors vous allez vers les blancs, donc là c'est les noirs qui vont être renforcés. Souvent quand on utilise des fichiers bruts, les fichiers RAW, vous allez devoir améliorer les détails, la netteté de l'image, les accentuer. Pour ça, donc on va pouvoir utiliser des outils d'amélioration du contraste local. Donc on a plusieurs également de disponibles dans Darktable, mais le plus simple et le plus facile à manipuler, c'est tout simplement contraste local. Donc avec un niveau de détail, un curseur concernant les hautes lumières, concernant les ombres, et les étendues des tons moyens. Et si vous jouez dessus, forcément le détail ça renforce le contraste local, et vous pouvez le faire que dans les hautes lumières ou que dans les ombres, ou concernant les tons moyens. Les mollo avec ces différents curseurs, comme vous pouvez voir, c'est assez agressif si on met des valeurs un peu extrêmes. Le manuel nous précise qu'il y a également un module égaliseur qui nous permet de faire des modifications également, et on voit ici ça concerne en mode simple en masque. Je vous laisse jouer avec. Ça va concerner, comme on voit, les plages IL, la plage dynamique de notre photo, et on peut jouer sur ces tons là. Ensuite on peut agir sur la couleur, donc l'ajustement de la couleur se fait sur différents modules. Donc on a un module de correction des couleurs, donc comme c'est indiqué, utiliser la ligne pour le virage partiel. Le point blanc c'est les hautes lumières, le point noir c'est les ombres. Donc par exemple ici on a un point blanc, donc les hautes lumières. Donc imaginons que je vais y mettre du orange dans les hautes lumières. Là ici notre point noir, donc les basses lumières, les ombres. Donc imaginons que je vais mettre du bleu dans mes ombres. Forcément notre photo va être tout à fait différente par rapport à tout à l'heure. On a fait ce qu'on appelle un virage partiel, en mettant un peu plus de bleu dans les ombres et un peu plus d'orange dans les hautes lumières. Et après vous avez la saturation pour savoir si vous saturez plus ou moins ces différentes couleurs, ou si vous mettez peu d'effets. Vous pouvez voir que ça peut être assez criard, assez visible, assez vite, donc allez-y mollo sur les curseurs. On a aussi un module zone de couleur qui nous permet également de faire des modifications par rapport à ça. Donc en fait il faut sélectionner par rapport à la zone où on va se trouver, et on va pouvoir un peu plus saturer cette zone là. Donc si je veux maintenant désaturer un peu dans les violets, hop, je mets sur la courbe et je baisse qu'à cet endroit là, et vous allez pouvoir comme ça assez fidèlement modifier les différentes zones de couleur. Donc ça concerne la clarté, la saturation et la teinte, comme toujours. Par rapport à la couleur, on peut agir sur ces trois critères là. La couleur c'est aussi le monochrome, parce que monochrome, même si on dit souvent noir et blanc ou monochrome, en fait c'est agir au niveau de la photo sur les différents niveaux de gris. Et c'est très important parce qu'on va pouvoir comme ça sculpter notre noir et blanc, et on a tout un menu qui nous permet de faire ça. Comme c'est indiqué, on glissait et défilait la souris pour modifier le filtre visuel des couleurs. Tout simplement en déplaçant, vous allez pouvoir changer un petit peu les différents, sculpter votre monochrome. Je vais revenir à la couleur, désactiver quelques corrections, parce que là c'est assez moche. On trouve ensuite donc des renforcements de netteté, avec un module renforcer la netteté. Bon, c'est assez simple, hein, il propose un rayon, une quantité et un seuil. Et vous avez également le filtre passe-haut. Alors le filtre passe-haut, ça me permet de parler un petit peu par rapport à l'interface de Darktable à une notion importante, à savoir que pour chaque module, vous avez la possibilité encore d'agir dessus avec en désactivant ou en activant des masques. Donc masque uniforme, masque dessiné, masque paramétrique, masque dessiné plus paramétrique.
Si vous activez le filtre passe haut, vous allez vous retrouver avec ça. Donc on voit effectivement que ça va nous permettre de renforcer la netteté, parce qu'on voit que tout ce qui est contrasté, tout ce qui a une différence de couleur très rapide entre les deux, hein, donc c'est ce qui nous intéresse justement, va être mis en avant. Mais là, tel que vous le voyez ici, c'est pas très intéressant. Et donc si vous avez déjà utilisé des filtres passe haut, notamment dans un logiciel comme Photoshop, vous savez qu'en fait on va pouvoir utiliser ce filtre passe haut, et on va utiliser pour ça un mode de fusion qui va nous le remettre à la normalité, faire l'amélioration, mais qu'on ait l'image normale et pas sous cette forme là. Et donc ça se fait effectivement dans un masque de fusion, et on va retrouver ces différents masques de fusion qu'on connaît déjà pas mal avec Photoshop. Et donc vous voyez aussi qu'on peut avoir différentes possibilités, et donc ce qu'on utilise, c'est la lumière linéaire avec le filtre passe haut. Et donc lumière linéaire plus passe haut, on a bien l'effet du filtre passe haut, on le voit bien, ça a bien renforcé la netteté, tellement j'ai mis le curseur un peu élevé, mais on a bien l'image telle qu'on la voulait au départ. Si je désactive et je réactive, on voit la différence est énorme. Donc il suffit juste de jouer sur les différents curseurs pour revenir à quelque chose de plus efficace, de moins criard. Donc ici on voit, j'ai une photo qui est certes nette à la base, mais qui peut être encore améliorée en netteté, et juste avec ce curseur là et quelques modifications, on voit ce module, et ces quelques modifications, on voit l'effet rapide. Alors je passe sur les effets artistiques, je vous laisserai les tester par vous-même. Pour finir sur l'exportation de l'image, parce que c'est bien beau, jusqu'à présent nous avons fait pas mal de modifications, mais notre image certes est enregistrée à tout moment, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un menu, un bouton enregistrer pour le faire, hein, ça le fait. Il suffit que je change, je passe d'une autre image, et que je revienne à ma première image. Vous allez voir que les modifications ont bien été conservées, avec les différentes modifications ont été faites sur les différents modules. Donc on n'a rien perdu de tout ça sans avoir à sauvegarder. Mais par contre ma photo n'existe pas encore. Ça reste le fichier RAW qu'on a modifié de façon non destructive, parce qu'il a conservé ça dans la base de données ou dans son fichier XMP associé à l'image. Mais pour l'instant on n'a encore pas d'image visible qu'on peut exploiter, on peut faire partager en envoyant sous format JPEG. Donc pour ça il va falloir exporter notre photo. Donc ça se fait dans la table lumineuse. Donc je vous rappelle, on peut revenir par la touche L, ou alors en allant dans la table lumineuse ici en haut. Donc si je prends ma photo là que j'ai sélectionnée, et qu'après je vais dans exporter, on nous dit exporter la sélection, c'est ce que je veux faire, et avec différentes options d'enregistrement. Donc on voit ici, il y a envoyé par mail, fichier sur le disque, galerie web, modèle livre latex, et puis Wigo. Donc nous c'est fichier sur le disque. Il va nous demander sur le stockage comment on veut le stocker. Donc il nous propose un lien, là où ça va être stocké, ce qu'on peut modifier par ici, en sélectionnant le répertoire. Sur conflit, que faire? Donc ici par exemple il nous demande de créer un fichier unique, d'écraser ou de sauter. Les options de format, nous ce qu'on veut c'est en JPEG. Et donc la qualité du format JPEG ici par exemple. Encore quelques options. Donc la taille max pour un horizontal vertical. Si on autorise l'agrandissement, si on l'échantillonnage comme on le fait si jamais on veut en faire un. Et les différents profils qui sont disponibles, donc en SVB, Adobe RBB ou en RVP tout court. S'il y a un style, ça on verra ça dans les prochaines vidéos, et tout simplement cliquer sur exporter pour pouvoir créer l'exportation et faire cette photo enfin définitive qu'on va pouvoir voir. Voilà, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui ici, sur ce point là, c'est déjà assez copieux, et donc vous allez voir que grâce au manuel, en ayant vu que quelques pages, les toutes premières pages du manuel, vous savez déjà comment fonctionne Darktable, sur quel principe,
et comment faire pour importer, modifier et exporter une photo. À la prochaine pour la série sur Darktable et sur la lecture du manuel. Ciao.